9 années de recherche, d'un espoir désespéré, et pourtant, dans un coin tranquille d'un marché de Boston, le millionnaire a soudainement revu les yeux de sa fille, le fixant à travers le visage d'une étrange petite fille. Mais lorsqu'il s'est approché, il a découvert un secret brutal qui avait failli être enfoui à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Boston, une fin d'après-midi d'automne. Une brise fraîche et vive balayait les rues des banlieues, emportant avec elle les dernières feuilles dorées accrochées aux branches dénudées. Au bout de la route, un petit marché de producteurs était en train de fermer. Les vendeurs commençaient à remballer leurs étals. Parmi les quelques stands encore ouverts, une femme d'âge mûr aux cheveux poivre et celle attachée en un chignon serré et au visage dur et marqué par la vie réprimandait une fillette d'une dizaine d'années. La femme, Martha, a pointé du doigt un panier en osier débordant de légumes frais. « Harper, emmène ce panier chez Monsieur Miller, au bout de la rue. Donne-le lui directement et ne traîne pas. » Sa voix était vive, empreinte d'autorité. Harper, une fillette menue avec des mèches de cheveux châtain clair tombant sur ses grands yeux vert émeraude, a esquissé un petit hochement de tête. Le mince manteau gris qu'elle portait semblait engloutir son corps fragile. Elle a soulevé le panier, lourd pour quelqu'un d'aussi petit, et s'est mise en route. Ses pas étaient discrets et rapides. Elle savait que si elle était en retard, elle serait réprimandée, ou pire, punie. Elle marchait le long du trottoir lorsque, sur une portion de route plus calme, une fissure en zigzag est soudainement apparue sous ses pieds. Harper n'a pas eu le temps de réagir. Le panier a glissé de ses mains, son corps mince a trébuché avant de heurter durement le sol. Carottes, pommes de terre, tomates, légumes se sont éparpillés sur l'asphalte froid. Une pomme rouge vif a rebondi, roulant loin sur la route avant de s'arrêter à côté du pneu d'un élégant Cadillac Escalade noir qui approchait lentement. Le crissement des pneus a coupé net le silence. La Cadillac a freiné brusquement, le son résonnant dans l'air immobile. Harper s'est figé, la tête levée en alarme. Le véhicule s'était arrêté à quelques mètres d'elle. La portière du conducteur s'est ouverte, un homme grand, aux épaules larges, vêtu d'un costume gris anthracite, en est sorti, ses mouvements calmes et délibérés. Ethan Thorne. Son visage portait les marques de la douleur, mais ses yeux d'un bleu acier gardaient un regard fixe et perspicace. Il a baissé les yeux sur la petite fille assise par terre au milieu des légumes éparpillés. Sans un mot, Ethan a avancé, se baissant sur un genou pour se mettre à sa hauteur. Il a commencé à ramasser chaque carotte, chaque pomme de terre, les remettant soigneusement dans le panier. Sa main s'est refermée sur une tomate bien ronde, juste à côté de la petite main d'Harper. Lorsqu'il a relevé la tête, son regard s'est posé sur son visage. Les yeux, d'un vert émeraude clair, étaient remplis de peur et d'une tristesse indescriptible. Ils étaient bien trop familiers. Chaque trait de ce jeune visage, du petit nez aux lèvres douces et pincées, était comme un écho lointain et miniature du visage qu'il avait passé 9 ans à chercher et à désirer. Une vague de choc et d'incrédulité a déferlé sur lui, étouffant momentanément tous ses sens. Harper a senti le regard de l'homme sur elle. Elle a baissé les yeux, évitant l'intensité de son regard. Ses petites mains se sont empressées de ramasser les légumes avec une hâte nerveuse, désespérée de mettre fin à cette rencontre. Elle avait peur d'être en retard et d'affronter la colère de Martha. La peur se lisait dans chacun de ses mouvements. À ce moment-là, une voix forte et mordante a retenti du bout de la rue. « Harper, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es en retard. » Martha est apparue, marchant rapidement vers eux. Elle a aperçu Ethan à genoux, aidant Harper à ramasser les légumes. Son visage a changé instantanément, la couleur s'est vidée tandis qu'un éclair de colère froide et vive, mêlé de suspicion méfiante, a illuminé ses yeux. Sans un mot à Ethan, elle a saisi le bras d'Harper et a tiré la fillette sur ses pieds. « Allez, bouge !» a aboyé Martha, sa voix basse et tendue. Elle a tiré Harper avec une force qui montrait clairement qu'elle voulait effacer toute trace de cette rencontre. Ethan s'est levé, tendant la main instinctivement, comme pour les retenir. « Attendez, comment s'appelle-t-elle » a-t-il demandé, sa voix profonde et chaleureuse teintée d'urgence. Martha n'a pas regardé en arrière, entraînant Harper. La fillette, ses yeux bleus encore tournés vers lui dans un dernier regard, est restée silencieuse comme une marionnette. Puis elle a disparu, engloutie avec Martha au coin de la rue, laissant Ethan seul sur la route vide, le cœur battant et 1000 questions tourbillonnant dans son esprit. Ses yeux bleus, était-ce vraiment rien de plus qu'une cruelle coïncidence? La lumière pâle de l'après-midi de Boston ne parvenait pas à réchauffer l'âme d'Ethan. L'image des yeux bleus de la petite Harper le hantait, rendant tout autour de lui flou.
Le nom Harper et le visage inconnu de la femme nommée Martha flottaient dans son esprit, essayant de se connecter à une douleur qui s'était endurcie au fil des ans. Il est resté immobile sur la route vide, puis, comme un coup violent, un souvenir enfoui depuis 9 ans est revenu en force. 9 ans plus tôt, l'Interstate 90 était sous une pluie battante un après-midi d'octobre. De grosses gouttes de pluie s'abattaient sur le pare-brise, brouillant la vue. Au milieu du trafic, le Audi Q5 argenté de Lorraine, la femme d'Ethan, avançait à un rythme régulier et prudent. Sur le siège arrière, un siège auto rose pâle était solidement attaché. À l'intérieur, Harper, âgé de 8 mois, dormait paisiblement, sa respiration régulière, ses petites mains serrant un ours en peluche. Lorraine a souri en regardant dans le rétroviseur, ses yeux remplis d'affection pour sa fille. Elle rentrait de chez ses parents en banlieue, à seulement quelques kilomètres de là. Soudain, un klaxon strident a brisé le silence feutré de la pluie. De derrière, un pick-up bleu foncé cabossé et taché de rouille est arrivé comme un missile. Sans clignotant, sans frein, le camion a percuté le côté de la voiture de Lorraine avec une force dévastatrice. Bang! Le son perçant du métal qui se froisse, du verre qui explose et des pneus qui dérapent a déchiré la tempête. Le Audi a tourné plusieurs fois sur la route glissante, comme un jouet jeté, avant de s'écraser violemment contre le terre-plein central. De la fumée s'est élevée du moteur écrasé. En quelques minutes, le lieu de l'accident était devenu une scène de chaos. Les sirènes des ambulances et de la police déchiraient la pluie, leurs lumières rouges et bleues clignotant sans relâche, illuminant les éclats de métal et de verre éparpillés sur la chaussée. Les équipes de secours se sont précipitées. Elles ont ouvert l'Audi déformé. Lorraine a été retrouvée, toujours sur le siège du conducteur, immobile. Les ambulanciers l'ont examinée d'urgence, puis ont secoué la tête. Elle n'avait pas survécu. Lorsqu'ils se sont déplacés vers le siège arrière, une vérité horrible est apparue. Le siège auto rose pâle était toujours en place, mais vide. L'ours en peluche gisait sur le sol, seule trace d'une petite vie fragile. Mais Harper avait disparu. Il n'y avait aucune trace d'elle sur les lieux. Avant l'arrivée de la police, personne ne l'avait vue sortir du véhicule. À des centaines de kilomètres à l'est, dans un luxueux appartement à New York, Ethan Thorne était assis dans son bureau, concentré sur une pile de documents. Il était au milieu d'une réunion en ligne tendue, travaillant pour finaliser un accord majeur. La sonnerie stridente de son téléphone portable a coupé sa concentration. C'était un appel du département de police de Boston. Ethan a décroché le téléphone. Ethan Thorne à l'appareil. La voix à l'autre bout était froide, porteuse de la nouvelle la plus dévastatrice de sa vie. Chaque mot a frappé comme un couteau droit dans son cœur. Accident. Lorraine morte. Harper disparu. L'écran de l'ordinateur s'est brouillé, les papiers ont glissé de ses mains. Le monde entier d'Ethan s'est effondré. L'enquête a commencé immédiatement. Les détectives ont rapidement découvert quelque chose d'inhabituel. Le pick-up impliqué dans l'accident n'avait pas de plaque d'immatriculation et le conducteur avait fui les lieux instantanément. Après des jours d'enquête incessante, une piste a commencé à émerger. La police soupçonnait Caleb, un ancien partenaire commercial d'Ethan dans un grand projet technologique. Quelques mois plus tôt, Ethan avait poursuivi Caleb en justice pour fraude, ce qui lui avait coûté des millions de dollars et détruit sa réputation. Caleb avait juré de se venger. Juste après l'accident, Caleb avait disparu des États-Unis dans des circonstances mystérieuses, ne laissant aucune trace. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve directe reliant Caleb à l'accident, tout indiquait qu'il en était le cerveau. Mais sans Harper et sans Caleb, l'affaire s'est retrouvée dans une impasse. Ethan a sombré dans un chagrin insupportable. Il avait perdu Lorraine, l'amour de sa vie, et Harper, la petite fille qu'il n'avait jamais eu la chance de voir grandir. La douleur a creusé un vide insondable en lui. Il s'est retiré du monde extérieur, vivant dans l'isolement et se jetant de manière obsessionnelle dans le travail, comme si s'y enterrer pouvait l'aider à fuir la réalité. Pendant 9 longues années, l'image de ce siège auto vide dans l'épave tordue l'a hanté. C'était une blessure qui ne guérirait jamais, un rappel constant d'une perte irremplaçable. Choc, angoisse, rage, impuissance, ces émotions avaient façonné l'homme qu'Ethan était devenu. Et maintenant, une petite fille avec exactement les mêmes yeux bleus, pouvait-elle être la réponse après 9 ans d'attente? Si vous étiez à sa place, croiriez-vous que l'enfant d'une étrangère pourrait être votre propre fille? La nuit était tombée sur Boston, mais elle n'a apporté aucune paix à Ethan Thorne. Il se tenait près des baies vitrées de son Pantouse, les yeux fixés sur la Charles River qui scintillait sous les lumières de la ville. De cette hauteur, la ville entière semblait à ses pieds,
mais son esprit avait dérivé à des kilomètres de là, vers une rue de banlieue tranquille, par-dessus tout, vers les yeux vert émeraude d'une petite fille nommée Harper. 9 ans. 9 ans qu'il vivait dans le vide et le tourment, se demandant sans cesse quel était le sort de sa fille. Pendant tout ce temps, il s'était forcé à abandonner l'espoir, à enterrer la douleur juste pour continuer à vivre. Mais un seul regard, une rencontre fugace dans une rue inattendue, avait suffi à briser la forteresse qu'il avait construite autour de lui. Dormir était hors de question. Ethan est retourné dans son bureau, un espace luxueux avec un bureau en acajou poli, d'imposantes bibliothèques et un grand écran d'ordinateur. Pourtant, le raffinement ne faisait que le rendre plus froid, tout comme la vie qu'il avait choisie pour lui-même. Il s'est assis et a allumé l'ordinateur, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. Il savait que ce marché de producteurs n'était pas un endroit où l'on voyait habituellement Martha. Ce seul fait le dérangeait. Et avec sa position et ses ressources, Ethan pouvait aller bien au-delà de ce que les gens ordinaires pouvaient faire. Il a commencé à creuser. D'abord, le système de caméras de sécurité du quartier. En utilisant ses contacts personnels, Ethan a eu accès aux flux de surveillance publique et aux caméras privées des environs. Clip après clip défilait, des images floues clignotant à l'écran, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Un flux d'un magasin de proximité voisin était plus net, plus clair. Dans la vidéo, Harper apparaissait, portant le même manteau gris familier, marchant sur le trottoir à côté de Martha. Les deux avaient été vus ensemble plusieurs fois ces dernières semaines, suivant toujours les mêmes itinéraires, principalement pour aller et revenir du marché. Aucun homme ne les accompagnait, seulement les deux femmes et la fillette. Le schéma rongeait Ethan. Creusant plus profondément, il a cherché dans les bases de données résidentielles et d'inscriptions scolaires. En utilisant le nom Harper entendu de Martha et en estimant l'âge de la fillette, il a lancé la recherche. Rien. Aucune inscription scolaire officielle sous le nom de Harper dans une école publique ou privée de Boston ou des environs pour un enfant en âge scolaire. C'était très inhabituel et cela ne faisait que renforcer les soupçons d'Ethan. Cette petite fille était cachée. Plus il en découvrait, plus le soupçon devenait lourd. Mais à côté, une étincelle d'espoir fragile et tenace a commencé à grandir. Pour la première fois en 9 ans, Ethan s'est permis de la ressentir. Le sentiment qu'Harper pourrait encore être en vie et si près, si près. Il a tendu la main vers le téléphone de bureau et a composé un numéro familier. Mitchell, a répondu une voix de femme, professionnelle et froide. Sarah, c'est Ethan. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, a-t-il dit, sa voix profonde, mais porteuse d'une urgence qu'il ne pouvait pas tout à fait masquer. L'agente spéciale Sarah Mitchell avait travaillé avec Ethan sur l'affaire Caleb, il y a 9 ans. Elle était l'une des rares à le comprendre vraiment et l'une des rares à n'avoir jamais hésité à dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air bizarre. Ethan lui a donné la version courte, la rencontre fortuite au marché, les yeux verts, la femme nommée Martha, et le fait que la petite fille n'avait aucun dossier scolaire. À l'autre bout de la ligne, Sarah est restée silencieuse pendant quelques secondes avant d'expirer. Ethan, tu as été leurré par l'espoir trop souvent, et chaque fois tu es tombé encore plus bas. Je ne veux pas te voir retomber dans ce cycle juste à cause de quelques détails similaires. Je comprends, mais cette fois, c'est différent. Différent comment ? Tu vois un enfant avec des yeux comme ceux d'Harper et tu te convaincs que c'est ta fille. Tu sais que quelqu'un comme Caleb est un expert pour tendre des pièges émotionnels. Ne laisse pas le passé obscurcir ton jugement. La voix de Sarah était lente, mais elle ne pouvait pas cacher son inquiétude. Ethan a resserré sa prise sur le téléphone. Il a regardé la Charles River, les lumières scintillant comme des fragments de souvenirs éparpillés qui ne s'assembleraient jamais tout à fait. Je ne peux pas m'en aller, Sarah. Même s'il n'y a qu'une chance sur 1%, je vais aller jusqu'au bout. La ligne est restée silencieuse un instant de plus avant que Sarah ne parle doucement. Très bien, mais je te préviens, si tu continues, il n'y aura pas de retour en arrière. Et cette fois, le danger ne s'arrêtera pas à la perte. Ethan a fermé les yeux. Aide-moi juste à la retrouver. Je suis prêt. Et même si sa foi était petite, il s'y accrochait, car la foi, aussi fragile soit-elle, avait une façon de mener aux tournants les plus inattendus. Tandis qu'Ethan Thorne était profondément plongé dans ses spéculations et ses plans dans son luxueux Penthouse, une pensée s'est soudainement glissée. Se leurrait-il ? Un seul regard pouvait-il vraiment suffire à briser 9 ans passés à se dire d'oublier ? Chaque fois qu'il avait suivi une piste pour ne rien trouver, il perdait une autre part de sa foi en lui-même. La pensée d'arrêter, de fermer tous les dossiers, de laisser le passé au repos, commençait à devenir dangereusement tentante. Cette nuit-là,
Ethan s'est endormi sur le canapé, toujours vêtu de son costume. Dans son rêve, Harper, celle d'il y a 9 ans, juste un bébé de 8 mois, tendait la main vers lui, ses yeux bleus débordant de confiance. Mais au moment où il la touchait, cette petite main glissait dans l'obscurité. Ethan s'est réveillé en sursaut, la sueur froide imbibant le dos de sa chemise. Son cœur battait la chamade. Il est resté assis en silence pendant un long moment, regardant la ville endormie sous les lumières dorées de la rue. Et il a compris, il ne se pardonnerait jamais s'il laissait passer cette chance. Même si ce n'était qu'un espoir de 1%, il devait essayer au moins une fois de plus. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, la vie d'Harper continuait dans la dureté d'une banlieue pauvre. La maison de location délabrée de Martha était coincée entre d'autres maisons délabrées aux murs écaillés et aux fenêtres tachées de mousse. Le vent sifflait à travers les interstices de la porte, apportant une odeur de moisi et le grincement des gonds qui ressemblaient à des plaintes. Tôt le matin, avant que le premier rayon de soleil ne puisse s'infiltrer à travers la fenêtre couverte de poussière, Harper a été réveillé en sursaut. « Harper, lève-toi. Le soleil est déjà levé et tu es encore là. » La voix stridente de Martha a résonné à travers la cuisine exiguë. Une ampoule jaune et faible pendait du plafond, sa lumière à peine suffisante pour montrer les taches sur les murs et l'odeur lourde et rance des restes de la nuit dernière. Harper a émis un léger gémissement, son petit corps se décollant lentement du matelas fin. Ses yeux bleus étaient encore lourds de sommeil, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas traîner. Elle a rapidement suivi sa routine habituelle, se brosser les dents, s'asperger le visage d'eau froide, puis se préparer le petit déjeuner. Son propre repas n'était que quelques tranches de pain avec de la charcuterie et un verre d'eau. Celui de Martha était différent. Martha, assise à la table, ordonnait à Harper de faire griller du pain, de casser des œufs, de préparer du café. « Dépêche-toi, arrête de traîner les pieds. Les marchandises doivent être au marché tôt. » A grogné Martha alors qu'Harper débarrassait la table. Après le petit déjeuner, Harper a dû transporter de grands sacs de légumes au marché. La rosée du matin s'accrochait encore aux feuilles et le vent lui mordait la peau. Son manteau gris familier n'était pas suffisant pour la garder au chaud. Elle marchait la tête baissée, faisant de son mieux pour équilibrer le poids dans ses bras. Sa vie était une succession de corvées répétitives, obéissant aux ordres de Martha. Elle n'allait pas à l'école, elle n'avait pas d'amis. Son monde se limitait à cette maison exiguë et au marché bruyant. Ce midi-là, au marché, alors qu'elle aidait Martha à réorganiser l'étal, un petit accident s'est produit. Épuisée et les mains engourdies et gelées, Harper a accidentellement laissé tomber un panier de tomates mûres. Les fruits rouges vifs ont éclaté sur le sol. Espèce de petite maladroite. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est de l'argent. Va te mettre là-bas, dans le froid, et réfléchis à ce que tu viens de faire. A aboyé Martha, son visage rouge de colère. Elle a pointé l'espace ouvert derrière l'étal, où le vent était le plus violent. Harper a baissé la tête, ses mains serrées. Elle savait qu'elle avait fait une erreur. Elle s'est mise à sa place de punition, immobile et silencieuse, essayant de ne pas trembler de froid. La brûlure de l'humiliation est montée, mais elle était bien trop habituée à ravaler ses larmes. Pendant que Martha était occupée avec les clients, son téléphone a sonné. Elle s'est précipitée dans un coin plus isolé, sa voix se faisant plus basse. Mais Harper, avec l'ouïe aiguisée d'un enfant qui avait appris à rester alerte, a quand même attrapé quelques mots, la fille, livrée, quand il faudra. La voix de l'homme à l'autre bout était celle d'un étranger, calme mais empreinte d'une autorité indéniable. Caleb. Le nom a traversé l'esprit d'Harper. Elle avait entendu Martha le mentionner quelques fois, toujours avec peur et obéissance. Chaque fois que Martha recevait un appel de cet homme mystérieux, son comportement changeait. Parfois, elle devenait douce et déférente, d'autres fois, elle devenait encore plus dure envers elle. Ces appels s'accompagnaient presque toujours des mêmes mots que Martha répétait comme un mantra cruel. « Ton père t'a abandonné. Tu n'as personne d'autre que moi. Tu ferais mieux de bien te comporter si tu veux un endroit où vivre. » Chaque fois que ces mots étaient prononcés, ils coupaient plus profondément dans l'esprit d'Harper, plantant la conviction qu'elle était une enfant indésirable, laissée derrière sans personne qui s'en souciait. Assise dans l'ombre, regardant secrètement Martha parler au téléphone, Harper a senti une vague peur s'installer. Elle avait peur d'être livrée, peur du long voyage que Martha mentionnait parfois en parlant avec Caleb. Elle a pensé à l'étranger aux yeux chaleureux qu'elle avait rencontré au marché ce matin-là, l'homme qui l'avait aidé à ramasser les légumes éparpillés. C'était la première fois que quelqu'un qu'elle ne connaissait pas était gentil avec elle. La petite main d'Harper s'est lentement glissée dans la poche de son manteau. Elle en a sorti un bout de papier froissé.
Les mots griffonnés au crayon terne dessus étaient un numéro de téléphone et une adresse. Pat's Café. Pat Miller, la propriétaire du café du coin, lui donnait parfois une tasse de chocolat chaud ou un biscuit si Harper l'aidait à balayer le trottoir. C'était la seule personne en ville qui lui avait montré de la gentillesse. Harper avait gardé ce bout de papier tranquillement caché pendant longtemps, comme un fil d'espoir fragile. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle en ferait, mais elle savait qu'un jour, elle pourrait en avoir besoin. La vie d'Harper était une cage scellée, étouffante et pleine de résignation, mais au fond d'elle, une faible lueur d'espoir scintillait encore, même si elle ne comprenait pas tout à fait ce que cela signifiait. Après l'appel téléphonique avec Sarah Mitchell, Ethan Thorne ne pouvait plus rester en place. Le mélange d'inquiétude et d'espoir le poussait à agir. Il s'est soudain souvenu de la fois où il avait rencontré Harper au marché, alors qu'elle tenait un gobelet en papier avec le logo de Pat's Hot Cocoa et avait mentionné discrètement que Mademoiselle Pat le lui donnait parfois. Pat Miller, une vendeuse de longue date au marché, pourrait être la seule personne à savoir avec qui Harper était d'habitude. C'était la première piste qu'il devait suivre. L'après-midi suivant, Ethan s'est rendu au coin de la rue où se trouvait le café de Pat. Le magasin était petit et confortable, avec des tables en bois usé et l'arôme chaleureux des grains de café fraîchement torréfiés. Pat Miller, une femme d'âge mûr aux cheveux blonds bouclés et au sourire doux, essuyait le comptoir. Ethan est entré et a commandé un café noir. Lorsque Pat lui a posé la tasse, il a engagé la conversation. « Bonjour, je suis Ethan Thorne. J'aimerais vous poser une question, à propos d'une petite fille. » Il a décrit Harper, insistant sur ses yeux bleus et son manteau gris. Pat a cessé d'essuyer et son expression a changé. « Oh, la petite Harper, pauvre chose. Elle venait ici pour m'aider avec quelques petits travaux. Parfois, je lui donnais un peu de nourriture parce qu'elle avait toujours l'air si mince. Vous a-t-elle déjà parlé de sa famille? De ses parents? A demandé Ethan, en gardant sa voix stable. Pat a secoué la tête. Jamais, monsieur. Elle n'a jamais mentionné son père ou d'autres membres de sa famille en dehors de Martha. Elle semblait toujours très timide, comme si elle avait peur que quelqu'un la voie. Dès qu'elle apercevait une voiture inconnue s'arrêter à proximité, elle se recroquevillait ou trouvait un moyen de se cacher. J'ai aussi trouvé ça étrange qu'elle soit en âge d'aller à l'école et qu'elle n'y soit jamais allée. Elle traînait toujours avec Martha. Les mots de Pat Miller étaient comme du sel sur une plaie ouverte, mais ils étaient aussi de précieuses pièces du puzzle. Jamais mentionné son père? Cette phrase a résonné dans l'esprit d'Ethan, renforçant ses soupçons à propos de Caleb. Est-ce qu'elle a des passe-temps, ou a-t-elle déjà laissé quelque chose ici? A demandé Ethan, une lueur d'espoir dans les yeux. Pat a réfléchi un instant puis a souri faiblement. Oh, oui, Harper adorait dessiner. Parfois, je lui donnais quelques feuilles de papier et de vieux crayons de couleur, et elle se mettait à dessiner. Voyons. Pat est allée derrière le comptoir, fouillant dans un vieux tiroir. Elle est revenue avec une feuille à 4 froissée, pliée en 4. Tenez, mon garçon. J'ai trouvé ça dans la poubelle il y a quelques semaines. Harper l'a dessiné. C'est bizarre, vraiment étrange qu'elle ait dessiné ça. Pat a posé le dessin sur la table devant Ethan. Ethan l'a ramassé. Le dessin était simple et innocent, clairement l'œuvre d'un enfant. Il montrait une petite maison à côté d'une rivière d'un bleu vif. La maison avait un toit de tuiles rouges, quelques vieux arbres autour d'elle, au loin, un pont enjambant la rivière. Les yeux d'Ethan se sont écarquillés. La maison, la rivière, le pont, ils étaient exactement comme sa vieille maison de banlieue, celle qu'il avait vendue après l'accident de Lorraine. Cette maison était juste à côté de la Charles River et depuis la fenêtre du salon, on pouvait voir le pont Zakim familier. Lorraine avait adoré cette maison. Il avait autrefois montré des photos à la petite Harper, lui racontant les rêves qu'ils avaient pour leur vie là-bas. Une vague d'émotion puissante a submergé la poitrine d'Ethan. Ce n'était plus seulement un soupçon, c'était une preuve émotionnelle. Seul Harper aurait pu dessiner cette maison avec une telle précision, la maison où elle avait passé les 8 premiers mois de sa vie, ou du moins, qu'elle avait vue sur ses photos précieuses. Au même moment, dans une petite salle de conférence au bureau de la FBI à Boston, Sarah Mitchell était assise devant un écran d'ordinateur, face à un jeune collègue. Elle venait de recevoir un rapport préliminaire des bases de données de surveillance. « Du nouveau, Sarah ?» a demandé son collègue. Sarah a fait défiler l'écran. Beaucoup sur cette femme nommée Martha. Nom complet, Martha Jenkins. Casier judiciaire de petits délits, mais voici le plus important, a-t-elle dit en montrant une ligne du rapport.
Martha Jenkins a été documentée comme apparaissant aux côtés de Caleb et dans plusieurs anciens fichiers de surveillance d'il y a 9 ou 10 ans, liés à des activités illégales mineures. Elle était autrefois un petit maillon dans le réseau de Caleb, s'occupant de courses, dissimulant des informations. Son collègue a sifflé doucement. Donc, il y a un lien direct. Difficile à croire, mais tout à fait possible, a répondu Sarah, son ton devenant plus sérieux. Si cette petite fille est vraiment la fille d'Ethan, alors Caleb l'a eu toutes ces années. Martha Jenkins pourrait être celle qui l'a gardée et élevée, sous sa direction. Sarah a immédiatement appelé Ethan. Ethan, c'est Sarah. J'ai des nouvelles. Elle lui a parlé du lien entre Martha et Caleb. Tout s'aligne, Ethan. On dirait que ton intuition était la bonne. Ethan, tenant toujours le dessin d'Harper dans ses mains, a senti un choc le parcourir de tout son corps lorsqu'il a entendu la voix de Sarah. Surprise, émotion et un regain d'espoir plus fort que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années. La première pièce du puzzle était tombée en place. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était une confirmation. Merci, Sarah, a dit Ethan, sa voix légèrement rauque d'émotion. J'ai besoin de la voir. Cette fois, je vais lui dire la vérité. Sois prudent, a averti Sarah. Maintenant, tu as une raison d'agir, mais cela signifie aussi que Caleb pourrait se rendre compte que tu la cherches. Ne lui dis pas que nous avons découvert ça. Ethan a hoché la tête, même si Sarah ne pouvait pas le voir. Il a soigneusement plié le dessin et l'a glissé dans la poche intérieure de sa veste de costume. La détermination l'a envahi. Il n'attendrait plus. Il approcherait Harper cette fois en tant que son père. Le vent glacial de l'hiver s'est levé cet après-midi-là, chassant les dernières traces de lumière du soleil. Ethan Thorne a garé son Cadillac Escalade noir à une courte distance du marché de producteurs, assez loin pour ne pas attirer l'attention, mais assez près pour surveiller. Il avait passé tout l'après-midi à observer, attendant le bon moment. Depuis qu'il avait vu le dessin d'Harper et obtenu des informations de Sarah, Ethan n'avait pas pu réprimer le désir de la revoir, de lui parler et de confirmer tous ses soupçons. Finalement, le moment qu'il attendait est arrivé. Martha a fait signe à Harper de prendre un petit panier de marchandises pour un client dans l'allée derrière le marché. C'était une ruelle sale et jonchée de déchets, éclairée uniquement par la faible lueur jaune d'un seul lampadaire. L'endroit parfait pour qu'Ethan approche Harper sans que Martha ne le voie tout de suite. Il a attendu qu'Harper tourne dans l'allée déserte, puis il est sorti de sa voiture et l'a suivi discrètement. Il voulait l'approcher de la manière la moins menaçante possible. Alors qu'Harper s'approchait du bout de l'allée, Ethan a accéléré son pas juste assez pour la rattraper. « Harper » a-t-il appelé doucement. Harper a sursauté et s'est retourné. Ses yeux bleus familiers se sont écarquillés, méfiants. Elle a reconnu l'homme qui l'avait aidé à ramasser les légumes au marché l'autre jour. Sa prise s'est resserrée sur la poignée du panier, prête à s'enfuir. Ethan a lentement tendu sa main. Il y avait un petit paquet emballé dans du papier, encore chaud. « Bonjour. J'ai trouvé qu'il faisait trop froid, alors je t'ai acheté du chocolat chaud, a-t-il dit doucement, essayant d'apaiser la peur dans ses yeux. Harper a regardé le paquet, puis le visage d'Ethan. La prudence était toujours là, mais le vent glacial et la douce odeur du chocolat semblaient l'adoucir. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une telle gentillesse de la part d'un étranger. Elle a hésité un instant, puis a lentement tendu la main pour le prendre. Sa main était glaciale. « Merci », a murmuré Harper, sa voix à peine audible. Elle a serré le gobelet, laissant sa chaleur imprégner ses paumes. Levant la tête, ses yeux bleus ont rencontré le regard d'Ethan une fois de plus. « Pourquoi vous me regardez comme ça ?» a-t-elle demandé, sa jeune voix mêlée de curiosité et de peur. C'était la question qu'Ethan espérait. Il a esquissé un sourire doux amer. « Parce que je pense que je te connais depuis très longtemps, Harper. » Il ne pouvait pas en dire plus, pas maintenant. Il devait planter une graine dans son esprit, une question plus grande sur son propre passé, sans l'effrayer. Les petits sourcils d'Harper se sont légèrement froncés. Elle n'a pas compris, mais ces mots avaient déjà semé la confusion et la curiosité en elle. Le bref échange a pris fin lorsqu'Harper a entendu Martha l'appeler au loin. Elle a rapidement baissé la tête vers Ethan, puis s'est retournée et a couru, disparaissant au bout de l'allée. Ethan est resté là, regardant la petite silhouette de sa fille jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Il pouvait encore sentir la chaleur du chocolat chaud, mais à côté, un sentiment de malaise s'est intensifié. Il savait qu'il s'engageait sur un terrain dangereux. Et en réalité, Ethan n'était pas seul dans cette allée. Plus loin, caché derrière une grande poubelle,
Kyle Dawson, un ancien homme de main de Caleb, avait observé toute la rencontre. Il a levé son téléphone, a pris plusieurs photos granuleuses d'Ethan et d'Harper et les a envoyées directement à Caleb. La sonnerie du téléphone de Caleb a retenti dans sa cachette, un quartier industriel abandonné. Il a ouvert le message et a vu les photos. Son visage s'est assombri. Ethan Thorne. Il n'y avait pas d'erreur possible. Caleb pensait qu'Ethan avait complètement abandonné. Il s'était trompé. Ethan était en train de prendre contact avec Harper. Caleb a immédiatement appelé Martha, sa voix était vive, teintée de colère et d'avertissement. « Écoute-moi, Martha. Garde cette fille près de toi. Ne la laisse pas parler à des étrangers, surtout pas à cet Ethan Thorne. Si elle te glisse entre les doigts, tu sais exactement ce qui va se passer. » Martha, occupée à s'agiter au marché, s'est soudainement figée. Elle a regardé la petite silhouette d'Harper s'éloigner, une vague d'inquiétude et de peur montant en elle. Elle a réalisé que leur petit jeu n'était plus sûr. Pour Harper, rencontrer Ethan était une étincelle de chaleur inattendue dans sa vie par ailleurs froide, plantant dans son cœur une curiosité tranquille et un vague sentiment que quelque chose lui avait été caché. Elle ne lui faisait pas entièrement confiance, mais elle ne se détournait pas non plus de cette gentillesse. Cependant, le lien invisible qui la liait à Martha, ainsi que la peur des réprimandes et des punitions, subsistait, la forçant à continuer de vivre dans une retenue prudente. La nuit, le pantouse d'Ethan Thorne était enveloppé de la faible lueur de son écran d'ordinateur. Des chiffres, des graphiques et des fichiers d'enquête enchevêtrés remplissaient l'espace. Ethan était assis là, dans une chemise froissée, son visage marqué par la fatigue, mais ses yeux restaient vifs. Rencontrer Harper n'avait fait qu'intensifier son inquiétude et sa détermination au centuple. Depuis cette rencontre avec Harper dans l'allée, Ethan avait été beaucoup plus prudent. Quand il lui avait tendu la tasse de chocolat chaud, il avait délibérément glissé une petite sucette emballée. Après qu'Harper soit parti, il a fait le tour pour fouiller la zone. La chance était de son côté. Elle avait accidentellement laissé tomber le bonbon près de l'endroit où il s'était tenu. Il l'a ramassé, sans être vu par personne. Son seul but était d'obtenir un échantillon biologique de la fillette, que ce soit de la salive sur l'emballage ou un cheveu égaré, pour un test ADN. C'était le seul moyen d'obtenir une confirmation scientifique au-delà de l'instinct ou des preuves circonstancielles. Immédiatement après, Ethan a envoyé l'échantillon au laboratoire privé le plus fiable qu'il connaissait, demandant un résultat urgent. Chaque heure qui passait était une attente angoissante. Pendant ce temps, au bureau de la FBI à Boston, l'agente spéciale Sarah Mitchell travaillait sans relâche. Les informations qu'Ethan avait fournies sur Martha et Harper, ainsi que sa propre connexion antérieure avec Caleb, avaient déclenché une enquête bien plus vaste. Sarah avait mobilisé son équipe pour fouiller chaque recoin du passé et du présent de Caleb. Les premiers résultats sont arrivés. Sarah a reçu un rapport détaillé sur les dossiers financiers et les activités souterraines de Caleb au cours des 9 dernières années. Il n'avait pas disparu du monde criminel. Au contraire, il avait construit un nouvel empire. « Ethan », a dit Sarah, sa voix grave. « Nous avons trouvé plus. Caleb n'a pas seulement survécu, il prospère. Il s'est associé à Victor Petrov, un célèbre chef de contrebande. Petrov est spécialisé dans le transport d'armes et de stupéfiants de contrebande via le port de Boston. Caleb gère son réseau de distribution et de blanchiment d'argent. Le poing d'Ethan s'est serré. Alors, il est toujours dans le coup. Plus que dans le coup, Ethan. C'est un maillon essentiel, et son motif, d'après ce que nous avons recueilli, n'est pas seulement l'argent. Il a fait faillite après ton procès il y a 9 ans, a perdu tous ses projets majeurs, sa réputation a été ruinée. Il a gardé une rancune profonde depuis. Sarah a fait une pause avant de continuer. Il ne veut pas seulement la richesse, il veut t'humilier, te prendre la chose la plus précieuse que tu as, ta famille. Les mots de Sarah ont poignardé directement la poitrine d'Ethan, mais ils étaient aussi l'explication la plus claire à ce jour. La haine de Caleb était devenue si dévorante qu'elle l'avait poussé à orchestrer une tragédie impensable, voler la femme d'Ethan et détenir sa fille pendant 9 longues années, dans le cadre d'un acte de vengeance calculé. Une rage fulgurante a submergé Ethan, brûlant toutes les autres pensées. Au même moment, dans un appartement caché, niché dans un coin sombre de la ville, Caleb faisait les 100 pas, le téléphone pressé contre son oreille. Sa voix était vive, presque sifflante. « Es-tu sûr que la fille lui a parlé, Martha? Sais-tu ce que tu as fait ?» À l'autre bout, Martha s'est recroquevillée, sa voix tremblante. « Je ne savais pas qui était cet homme. Un certain Ethan Thorne ou je ne sais quoi. Mais la fille,
elle a commencé à me poser des questions sur son père. Elle a demandé pourquoi elle n'avait pas de parents comme les autres enfants. Je lui ai dit que son père l'avait abandonnée, mais elle n'arrêtait pas de me jeter des regards. A bégayé Martha, la peur épaisse dans chaque mot. Elle aussi pouvait sentir la pression grandissante d'Harper. Elle pose déjà des questions, a grogné Caleb. Bon sang, je t'ai dit de la garder sous clé. C'est comme ça que tu gères les choses? Écoute-moi bien, Martha, si elle commence à avoir des soupçons, agis tout de suite. S'il le faut, déplace-la ailleurs, quelque part où personne ne pourra jamais la trouver. Tu comprends? Sur ces mots, Caleb a raccroché. Il a regardé par la fenêtre, ses yeux froids. Ethan Thorne se rapprochait. Il ne pouvait pas laisser ça arriver. Harper était sa dernière carte, celle qu'il avait travaillé si dur pour garder enfermée pendant 9 ans afin de garder le contrôle et d'exécuter son plus grand plan de vengeance. Ethan a reçu un appel de Sarah quelques instants plus tard. Ethan, la voix de Sarah était urgente. On dirait que nous manquons de temps. J'ai des informations de l'intérieur, Caleb prévoit de déplacer Harper. Si nous n'agissons pas vite, elle disparaîtra de nouveau. À ce moment précis, une notification par email a clignoté sur le téléphone d'Ethan. C'étaient les résultats du test ADN. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'a ouvert. Les lettres en gras disaient « Probabilité de relation biologique père-enfant, 99,99%. » Une vague d'anxiété, de fureur et une détermination inébranlable ont submergé Ethan. Maintenant, il avait une preuve irréfutable. La menace de perdre Harper une seconde fois planait plus grande et plus réelle que jamais. Il ne laisserait plus jamais sa fille lui échapper. Caleb allait payer. Il était temps de mettre fin à ce jeu du chat et de la souris, une bonne fois pour toutes. Les informations de Sarah Mitchell sur le plan de Caleb de déplacer Harper, combinées aux résultats ADN indéniables, ont poussé Ethan Thorne à agir de manière décisive. Il n'y avait plus de temps pour la réflexion, plus de place pour l'hésitation. Tout devait se passer vite. Sans plus attendre, Ethan s'est rendu directement au bureau de la FBI à Boston. Dans une petite salle de conférence, une grande carte de la ville était étalée sur la table entre lui et Sarah Mitchell. La lumière froide des néons jetait une lueur dure sur leur visage grave. « Quel est le plan, Sarah ?» a demandé Ethan, sa voix stable mais porteuse d'un profond sous-entendu de tension. Sarah a pointé la carte du port de Boston. « Nous allons attraper Caleb pendant qu'il effectue une livraison pour Victor Petrov. C'est à ce moment-là qu'il est le plus vulnérable et c'est notre meilleure chance de faire tomber toute son opération. Selon ma source, Martha Jenkins sera également là pour surveiller Harper. C'est la seule occasion que nous avons de la faire sortir en toute sécurité. » Ethan a hoché la tête. « Alors nous les prenons tous les trois. » À ce moment-là, le téléphone d'Ethan a sonné. C'était Pat Miller. Sa voix était pressée, teintée d'inquiétude. « Monsieur Thorne, j'ai juste entendu Martha au téléphone. Elle parlait d'un long voyage et qu'elle ne reviendrait plus jamais à Boston avec Harper. Je pense qu'elle prévoit d'emmener la fille loin. » En entendant les mots de Pat, Ethan a senti sa poitrine se serrer. La confirmation du plan de Caleb ne faisait que souligner l'urgence de la situation. « Merci, Pat. Vous venez de lui sauver la vie. » Il a mis fin à l'appel et a regardé Sarah avec une détermination inébranlable. « Ce soir, on y va. Ce soir. » Sarah a donné un bref hochement de tête. « D'accord. Nous avons déjà l'emplacement et l'heure, un entrepôt abandonné sur les quais. Et la chance est avec nous, Caleb a fixé la réunion avec Victor une nuit de tempête. Il pense que le mauvais temps couvrira ses traces. » Ethan s'est levé de sa chaise. « Je veux y être. » Sarah l'a fixé d'un regard dur. « Ethan, tu sais ce que ça veut dire. C'est dangereux. Tu n'es pas un agent entraîné. »« Je m'en fiche, » a dit Ethan fermement. « J'ai besoin d'être là pour l'identifier, pour la protéger. Je ne la laisserai pas disparaître de nouveau. » Il savait qu'il ne pouvait pas entièrement confier le sort d'Harper à quelqu'un d'autre. Sarah a sondé ses yeux pendant un instant, puis a donné un hochement de tête à contre-cœur. Elle comprenait ce genre de détermination. « Très bien. Mais tu suis toutes les instructions. Tu auras un gilet pare-balles et tu restes avec moi en tout temps. » La nuit est tombée. Le port de Boston était enveloppé d'un épais brouillard alors que la pluie commençait à tomber en grosses averses. L'air froid et humide portait le son des vagues claquant contre les pieux, le gémissement lointain d'une corne de brume et le craquement des pneus de camion sur le gravier mouillé. À travers la brume, la forme massive d'un entrepôt abandonné se dressait. À l'intérieur, tout était d'un noir absolu. À l'extérieur,
Cachée dans l'obscurité et la pluie, l'équipe tactique de la FBI était en embuscade. Des dizaines d'agents lourdement armés se déplaçaient silencieusement entre les piles de conteneurs et les tas de matériaux de construction mis au rebut. Ethan se tenait à côté de Sarah, portant un gilet pare-balles noir par-dessus son costume. Le fusil de chaque agent était prêt pour ce qui allait arriver. Le cœur d'Ethan battait la chamade. Tout devait prendre fin ce soir. C'était leur seule et unique chance. Le compte à rebours officieux avait déjà commencé. La forte pluie enveloppait le port de Boston. Les gouttes de pluie battaient contre le toit en tôle de l'entrepôt abandonné, composant une symphonie lugubre. Un épais brouillard s'accrochait comme un rideau, dissimulant tout à la vue. De temps en temps, le balayage aveuglant des phares d'un camion découpait la brume, peignant des traînées de lumière fantomatiques dans le froid mordant. L'odeur humide du métal rouillé se mêlait au sel de la mer, pressant avec un poids suffocant. Cachés dans les ombres, Ethan Thorne et Sarah Mitchell étaient en embuscade avec l'équipe tactique de la FBI. La respiration d'Ethan était lourde, sa poitrine serrée. Portant un gilet pare-balles, sa main se fermait et se défermait au rythme des battements de son cœur. Il a jeté un coup d'œil à sa montre. L'affaire était sur le point de se conclure. Un camion noir est entré lentement dans l'entrepôt, son moteur grondant et déchirant le silence. La portière s'est ouverte et 3 silhouettes en sont sorties, leurs formes se déplaçant dans la faible lumière. D'abord est venu Caleb, grand et mince, emmitouflé dans un manteau épais, le visage taillé dans la glace. Ensuite, Victor Petrov, le chef de contrebande, bâti comme un mur. Et enfin, une petite silhouette familière, traînée près de Martha Jenkins, Harper. Au moment où il a vu sa fille, Ethan s'est figé. Son cœur s'est serré. Elle portait toujours ce vieux manteau gris, son visage pâle de froid et de peur. À cet instant, toute la discipline et la patience qu'Ethan avait forgée au fil des décennies ont semblé se briser. Il a voulu sortir de sa cachette tout de suite, la prendre dans ses bras et la sortir de cet enfer. À ses côtés, Sarah Mitchell a remarqué le changement dans son expression. Elle a tendu la main, serrant fermement son bras et a secoué subtilement la tête. Ses yeux ont envoyé un message silencieux, « Attendez le signal ». Ethan a pris une profonde inspiration, se forçant à se calmer, à faire confiance à Sarah et à son plan. Caleb et Victor se sont enfoncés dans l'entrepôt. Martha a poussé Harper dans un coin ombragé et s'est tenue en garde devant elle, les yeux vifs. L'échange a commencé. Caleb a déverrouillé une vieille mallette en cuir, révélant des piles d'argent bien serrées. Victor a présenté une autre mallette, plus légère en apparence. Les deux hommes ont échangé les mallettes. C'était le signal. « Allez-y », a ordonné Sarah. En un instant, l'entrepôt a explosé de lumière. Des projecteurs ont jailli de toutes les directions, déchirant l'obscurité et inondant la pièce d'une lumière crue. L'air a éclaté avec le bruit de pas précipités, le clic net des pistolets qui s'armaient et le cœur crié des agents qui prenaient d'assaut de toutes parts. FBI, main en l'air. Ne bougez pas. Le chaos a éclaté. Victor Petrov a réagi comme l'éclair, sortant un pistolet de l'intérieur de son manteau, mais avant qu'il ne puisse tirer, des agents étaient sur lui. Un coup de feu a retenti alors qu'il se débattait, mais en quelques secondes, il a été plaqué au sol et immobilisé. Dans la frénésie, les yeux de Caleb ont balayé l'entrepôt. Ils se sont fixés sur Ethan, son regard brillant d'un mélange de terreur et de haine pure. Il savait qu'il avait été piégé et en un instant, son instinct le plus impitoyable a pris le dessus. Il s'est jeté vers Harper, saisissant son bras, essayant de la soulever comme un bouclier humain, sa dernière monnaie d'échange. « Tu ne l'auras jamais, Ethan », a hurlé Caleb, tirant Harper avec lui dans une prise désespérée et folle. Mais Ethan a été plus rapide. Dans ce moment de chaos, il s'est jeté vers sa fille avec une vitesse étonnante. Il n'y a eu aucune hésitation, aucune peur. 9 ans d'attente, de recherche et de souffrance, tout cela s'est déversé dans cet instant unique. Il a coupé le chemin à Caleb, se plaçant devant Harper, utilisant son propre corps comme bouclier pour la protéger. Un autre agent s'est précipité immédiatement pour l'aider. Caleb a été plaqué sur le sol en béton humide, le claquement métallique aigu des menottes résonnant lorsqu'elles ont été attachées derrière son dos. Il s'est débattu et a craché des jurons, mais c'était inutile. Martha Jenkins a également été maîtrisée. Quelques instants plus tard, elle n'a pas résisté, s'effondrant comme une coquille vide. Tout s'est passé en un éclair. Alors que l'entrepôt retrouvait son calme, il ne restait que le son de la pluie qui tapotait sur le toit et le léger cliquetis des menottes. Ethan s'est tourné. Harper se tenait là, tremblante. Ses yeux bleus débordaient de larmes. Elle a regardé Ethan,
son regard empreint de peur, de confusion et d'une prise de conscience naissante. Ethan s'est agenouillé, ses mains encadrant doucement le petit visage de sa fille. « Harper » a-t-il chuchoté son nom. Harper a regardé dans ses yeux. Il n'était plus inconnu. C'étaient les mêmes yeux qu'elle avait vus au marché, dans l'allée, chauds, pleins d'amour. Elle a hésité, puis, dans un mouvement soudain et inattendu, elle a jeté ses bras autour d'Ethan. Pour la première fois de sa vie, elle a volontairement étreint un homme qu'elle connaissait à peine. Au milieu du son de la pluie, alors que le chaos autour d'eux se calmait lentement, un seul mot a glissé des lèvres d'Harper, doux mais assez clair pour qu'Ethan l'entende. Un mot qu'il avait désiré pendant 9 longues années. Papa. Le mot papa a retenti à travers la pluie comme un coup de foudre, transperçant directement le cœur d'Ethan. Il a brisé 9 ans de silence, 9 ans de douleur, 9 ans de recherche. Son monde entier s'est ouvert. Toute la colère, l'amertume, l'impuissance, tout a disparu en cet instant. Ethan a serré sa fille dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux mouillés. Ses larmes se sont mélangées à la pluie, mais c'étaient des larmes de soulagement, des larmes d'un rêve enfin réalisé. Le matin après cette nuit fatidique et pluvieuse, une rare chaleur dorée et douce de soleil d'hiver a inondé les grandes fenêtres d'une nouvelle maison en banlieue de Boston. Ce n'était pas le Penthouse froid et impersonnel dans lequel Ethan vivait autrefois, ni la vieille maison humide et moisie qui appartenait à Martha. C'était plus petit, plus confortable, niché derrière un jardin verdoyant avec une allée en pierre menant à la porte. Dans la cuisine, la lumière du soleil se déversait sur la table à manger en chaîne. Harper était assise là, ses yeux bleus scintillant dans la lumière naturelle. Le vieux manteau gris qu'elle portait autrefois avait été remplacé par une tenue douce et chaude. Elle était complètement absorbée par son dessin, ses petites mains se déplaçant avec assurance sur le papier. Sur la page, il y avait le dessin d'une petite maison avec un toit rouge, des arbres tout autour, et en dessous, elle avait griffonné en lettres inégales « C'est la maison ». Ethan est entré dans la cuisine, le léger arôme de café et de pain grillé flottant dans l'air. Il a regardé Harper et un léger sourire est apparu, un sourire qu'il a réalisé n'avoir pas vraiment ressenti depuis 9 ans. Posant sa tasse de café, il a sorti de sa poche une vieille photographie usée par le temps. C'était Lorraine, sa femme, son sourire radieux encadré par des yeux gentils et doux. Il a placé la photo devant Harper. « Harper » a-t-il dit, sa voix douce et pleine de chaleur. « C'est ta mère, Lorraine. » Harper a levé les yeux, son regard fixé sur la photographie. Elle a tendu la main et a légèrement touché le visage de la femme sur la photo. Ses yeux brillaient de curiosité, teintés d'une tristesse lointaine. Ethan s'est assis à côté d'elle et a commencé. Ta maman était la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. Elle était intelligente, gentille et elle t'aimait plus que tout. Tu étais tout pour elle. Elle aimait lire, s'occuper de son jardin de fleurs et elle avait le plus beau sourire. Il lui a parlé de Lorraine, de leurs souvenirs ensemble, des rêves qu'ils avaient pour l'avenir d'Harper. Il n'a pas caché la vérité sur la mort de Lorraine, mais a parlé d'une manière qu'un enfant pouvait comprendre, sans amertume, seulement avec amour et désir. Harper écoutait, ses yeux ne quittant jamais la photographie. Elle n'avait jamais su qui était sa mère. Les mots d'Ethan étaient comme les premières pièces d'un puzzle, formant l'image de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré et qu'elle aimait déjà. À ce moment-là, le téléphone d'Ethan a sonné. C'était Sarah Mitchell. Ethan, la voix de Sarah portait une note lourde et décisive. L'affaire est close. Caleb et Martha Jenkins ont tous deux été formellement condamnés pour de multiples chefs d'accusation, enlèvement, extorsion et complot dans une affaire de contrebande internationale. Caleb fera face à la prison à vie. Martha a également écopé d'une longue peine. Il n'y a plus de menace, Ethan. Elle est complètement en sécurité maintenant. Ethan a laissé échapper un long soupir, comme si un poids énorme avait été soulevé de ses épaules. Merci, Sarah. Pour tout. Raccrochant, il s'est tourné vers Harper. Il l'a serrée dans ses bras, pressant son visage contre ses cheveux doux. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais peur, Harper. Tu es à la maison. Harper s'est blottie contre lui, absorbant une chaleur et une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Plus de mots durs de Martha, plus de longs voyages mystérieux, plus de peur d'être emmenée. Elle avait un père maintenant et une maison. Après cela, le père et la fille sont sortis dans le jardin. Ethan a donné une douce poussée à la toute nouvelle balançoire qu'il avait assemblée la nuit précédente. Harper y est monté et Ethan l'a doucement fait voler dans les airs. Une légère brise a effleuré ses cheveux. Pour la première fois, Ethan a vu Harper sourire, un vrai sourire.
Ce n'était pas le sourire méfiant et hésitant qu'il avait vu auparavant. C'était un vrai sourire, pur, sans retenue et innocent, le sourire d'une enfant qui avait enfin trouvé sa maison, libérée d'une cage invisible. Harper a ri et son rire était comme une mélodie fraîche, pleine d'espoir, résonnant à travers le jardin. Ethan est resté là, regardant sa fille, son cœur rempli d'une paix profonde et d'un espoir féroce pour l'avenir. La longue recherche était terminée, mais le voyage de guérison et de reconstruction de leur famille ne faisait que commencer. La petite maison en banlieue de Boston où le rire d'Harper a commencé à retentir n'était pas seulement la conclusion d'un voyage éreintant, mais aussi le début d'une nouvelle vie. L'histoire d'Ethan Thorne et Harper n'était pas seulement une question de retrouvailles et de réunion. Elle a ouvert la porte à des vérités plus profondes sur l'amour, la résilience et la justice. Nous avons marché avec Ethan à travers 9 longues années de douleur, d'impuissance et de souvenirs obsédants. Pourtant, au moment qui semblait le plus désespéré, une étincelle d'espoir a pris vie, le poussant à franchir tous les obstacles. Cette histoire nous enseigne la force extraordinaire de l'amour d'un père, un amour qui n'abandonne jamais, et une foi qui peut survivre au temps et surmonter toute adversité. Quand un père refuse d'arrêter de chercher son enfant, et quand un enfant retrouve instinctivement le chemin de la maison, c'est la preuve du lien incassable qu'est la famille. Et puis, nous avons vu la vengeance aveugle de Caleb. Autrefois un partenaire commercial raté, il s'est transformé en un monstre, détruisant la famille d'un autre homme par pur égoïsme et haine personnelle. L'histoire de Caleb est un rappel que la cupidité et l'envie peuvent pousser une personne à commettre les actes les plus brutaux, détruisant non seulement la vie des autres, mais aussi la leur, en fin de compte. La justice peut arriver tard, mais à la fin, elle sera rendue, forçant ceux qui commettent le mal à faire face aux conséquences. Pour Harper, la vie à l'intérieur de cette cage dorée était un cycle étouffant de résignation et d'endurance. Pourtant, même dans l'obscurité, une faible lueur d'espoir scintillait encore. Elle est venue sous la forme de petites gentillesses de Pat Miller et dans les fragments flous d'un passé qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Cela prouve que même dans les circonstances les plus difficiles, la gentillesse et la compassion humaine peuvent faire la différence, plantant les graines de l'espoir dans les cœurs les plus fragiles. Nos vies sont pleines d'épreuves. Parfois, nous sommes confrontés à des pertes qui ne peuvent pas être annulées, à des ennemis cruels ou à des secrets profondément enfouis. Mais le message principal de cette histoire est clair, ne jamais abandonner l'espoir et ne jamais perdre la foi en la justice. Peu importe la difficulté du chemin, peu importe la durée de l'attente, la vérité finira par éclater et les liens les plus sacrés retrouveront leur chemin l'un vers l'autre. L'histoire dans les rues de Boston se termine, mais le nouveau voyage d'Ethan et Harper ne fait que commencer. Ensemble, ils panseront leurs blessures, reconstruiront leur lien familial et exploreront un avenir qu'ils pensaient autrefois impossible. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la recherche d'Ethan? Si vous aviez été à sa place, qu'auriez-vous fait différemment dans la bataille juridique il y a 9 ans pour éviter la tragédie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car parfois, tant que l'on n'abandonne pas, les miracles trouvent leur chemin vers vous.